Bonsoir à toutes et à tous, et surtout merci d'être venus m'écouter ce soir. Ce n'est pas tous les jours qu'un chercheur a l'occasion de présenter ses travaux et de rendre compte de l'utilisation des deniers publics, donc de vos impôts. J'espère vous convaincre que l'argent a été bien utilisé. Donc, pour commencer, je voudrais remercier à la fois Fabrice et Claude pour leur présentation plus que flatteuse de ma carrière. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous la présenter, de vous présenter les résultats, quelques résultats que nous avons pu obtenir. Mais avant, je voudrais dire que je suis particulièrement ému et lorsque j'ai appris mon élection à l'Académie des sciences, et en fait, ce qui est extrêmement émouvant, c'est de se dire que l'on appartient à la même société à laquelle ont appartenu des personnes tout à fait prestigieuses. J'en citerai trois. Napoléon Bonaparte, qui est l'un des créateurs de l'Académie sous rénové, François Arago, qui est le plus illustre de nos Catalans, et plus près de nous, Louis Pasteur. Donc c'est vraiment un endroit tout à fait prestigieux, et je me demande encore, même si Claude a un petit peu enjolivé les choses, ce que j'ai fait de tout à fait spécial et tout à fait extraordinaire pour mériter cet honneur. Je pense que la clé de mon succès, c'est le résultat d'une éducation dans l'école républicaine. J'ai été formé par mes parents qui étaient enseignants, donc ce n'est pas tout à fait un hasard si je suis là. Ensuite, j'ai eu des maîtres tout à fait prestigieux et j'ai rencontré des gens à tous les moments de ma carrière, et vous en verrez quelques-uns au cours de cet exposé, qui ont su me donner le goût de la recherche, qui ont su me faire partager leur enthousiasme. Et puis, il y a un troisième facteur que l'on oublie toujours, mais auquel je suis extrêmement sensible. Je crois que j'ai eu énormément de chance tout au long de ma carrière. Donc, cet exposé, je vais le présenter en trois grandes parties. Dans la première partie, un petit peu à la demande de Fabrice Laurent, je vais évoquer des moments clés de ma carrière et surtout des personnalités que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Quelques-unes ont déjà été mentionnées. Avant de commencer, je vous ai mis ici une vue de l'Institut de France, qui est en fait le collège des 4 nations, construit par le cardinal Mazarin. Et c'était un collège qui était destiné à accueillir les étudiants des 4 nations qui avaient été annexées ou associées à la France par les traités de Westphalie et les traités des Pyrénées. Et parmi ces 4 nations, il y a le Roussillon et la Cerdagne. Donc nous sommes tout à fait chez nous à l'Académie. Donc pour commencer, j'ai été recruté au CNRS en 1970 par M. Yves Guiton, qui a su m'enthousiasmer et qui m'a appris à travailler. Malheureusement, M. Guiton est décédé en 1977, quelques mois avant que je soutienne ma thèse. Et vous le voyez ici, avec quelques personnes, dont une est dans la salle, ici, M. le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Et c'était vraiment un patron très proche de la paillasse et avec qui j'ai réellement appris à travailler. C'était un très grand sportif, et vous le voyez ici avec l'équipe de rugby de l'université. C'est une photo que je dois à Henri Gott, qui doit être quelque part sur la photo, je crois qu'il est là. Et un certain nombre d'autres personnes peuvent se reconnaître. Et là, vous avez également une photo de M. Yves Guiton que j'ai récupérée sur une vieille brochure, sur une vieille coupure de l'Indépendant, pendant une réunion syndicale. Et là aussi, vous pouvez reconnaître un certain nombre de gens de l'université. Bon, on a tous un tout petit peu vieilli, mais pas tellement plus. Excusez-moi. Donc, je vous l'ai dit, Yves Guiton est décédé en 1977. Il a été remplacé par Paul Penon, décidément, que voici ici, avec ce qu'était le laboratoire
C'est une photo qui date de 1978, et Paul est ici le jour de son pot de départ en retraite en 97. Là aussi, quelques personnes ont un tout petit peu vieilli et sont dans la salle. Troisième personne qui m'a beaucoup influencé, c'est le professeur Roger Hull, chez qui j'ai fait mon stage postdoctoral au John Innes Institute à Norwich, en Angleterre. Et vous le voyez ici, se voir remettre le diplôme de docteur honoris causa par le président Jean-Michel Horner. J'ai illustré ce passage à Norwich par des feuilles de navet qui sont virosées. Vous pouvez voir la virose, et ici une vue au microscope électronique du virus de la mosaïque du chou-fleur. Quatrième personne importante dans ma carrière, qui est également dans la salle, c'est Père Puig-Domenech. Alors que je le repère, il est là. Et il est également quelque part par ici. Oui, ici. Donc, on s'est rencontré avec Père Puig-Domenech en 1982, à un cours qui était organisé par European Molecular Biology Organization, qui est un institut international en charge de la biologie moléculaire. Et c'est un stage de formation d'une quinzaine de jours au laboratoire Carlsberg à Copenhague. Alors, nous avons bien sûr fait beaucoup de biologie moléculaire. On a bu également pas mal de bière parce que c'était un endroit tout à fait approprié. Toujours est-il qu'avec Père, dans ce cours, on était un Français, un Espagnol, une Italienne, une Israélienne, toujours 3 Anglais, un Polonais, etc. Mais on était quand même 2 Catalans. Donc c'était une rencontre importante. Et il en est sorti, quelques années plus tard, un laboratoire européen associé qui a été créé à l'initiative de la direction des sciences de la vie du CNRS, et en particulier grâce au soutien de Mme Piquet-Gauthier, qui était alors déléguée régionale du CNRS. Donc ce laboratoire européen nous a permis de travailler ensemble pendant une douzaine d'années et d'organiser quasiment chaque année une réunion de l'ensemble de nos laboratoires. Et vous avez ici un exemple de cette réunion à Gruissan en 1993. Avec PERA, nous avons organisé, et ça a été un grand moment de ma carrière de chercheur, le 7e congrès international de biologie moléculaire des plantes à Barcelone en 2004. Et nous avons accueilli environ 2500 personnes du monde entier. Et ça a vraiment été une grosse opération. Comme vous le voyez, 1980-1982, c'était vraiment une période clé avec le début du génie génétique. Et dès mon retour de stage postdoctoral, dès mon retour de Copenhague, j'ai eu le souci, avec mon collègue Claude Gigot, que l'on voit quelque part par là-haut, d'organiser la communauté française en réseau, de façon à ce que tout ce que nous avions appris, les uns ou les autres, puisse être mis en commun. Et vous avez ici une photo qui a été prise sur les marches du laboratoire Arago à Banyuls, où vous avez quasiment tous les gens qui ont contribué de près ou de loin au démarrage de la biologie moléculaire des plantes en France. Alors cette mise en réseau, ça a continué avec d'autres initiatives, en particulier la création d'Agropolis à Montpellier, à laquelle j'ai participé quasiment dès le début, et puis ensuite d'autres réseaux du CNRS, dont les plus importants ont été Génoplante, qui a associé l'INRA et des partenaires privés, et la Génopole que Fabrice a déjà mentionné. Enfin, la dernière personne que je veux mentionner, c'est Caroline Yu-Sing, que vous voyez ici en train de donner une conférence au 4e congrès de génomique fonctionnelle du riz à Montpellier. Vous la voyez ici dans son laboratoire, et nous collaborons ensemble depuis maintenant quasiment 25 ans. Et vous avez ici une vue de Taipei avec cette fantastique tour qui fut longtemps la plus haute du monde, la tour 101. Donc maintenant, je vais en venir à une partie un peu plus scientifique et resituer le contexte des recherches que nous avons menées.
Tout d'abord, le point de départ, c'est que nous ne pourrions pas vivre sans les plantes. Les plantes sont absolument essentielles pour nous tous. Elles sont responsables de la production d'oxygène. Elles sont responsables également de la fixation d'une grande partie du gaz carbonique. C'est bien sûr une source d'aliments absolument essentielle pour non seulement nous-mêmes, mais également pour les animaux et le bétail. Mais ce sont surtout de fantastiques usines chimiques miniatures qui sont capables de synthétiser des milliers de molécules extrêmement variées, que sont des sucres, des polysaccharides comme la cellulose ou l'amidon, les huiles, des acides aminés, des protéines, des pigments, des alcaloïdes, des tanins, des arômes, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'absolument fantastique et qui fonctionne uniquement avec l'énergie lumineuse. C'est également une source de matériaux que l'on utilise pour l'ameublement, pour le textile, pour la construction. C'est une source également d'énergie pour le chauffage, avec non seulement le bois que l'on utilise, mais également avec les carburants fossiles que sont le charbon et le pétrole, qui dérivent eux aussi de plantes. Et à l'horizon du XXIe siècle, nous avons également les biocarburants dans lesquels les plantes vont jouer un rôle essentiel. Ce sont également des constituants essentiels de notre environnement et des paysages, mais je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, donc je n'en dirai pas plus. Alors, quels sont les enjeux de ces études sur les plantes? L'homme, depuis le début de l'humanité, a essayé d'améliorer les plantes de façon à les domestiquer et à les utiliser. Donc l'enjeu auquel on a à faire face aujourd'hui n'est pas mince, parce que la population mondiale augmente de façon extrêmement importante. On sera vraisemblablement 10 milliards d'individus en 2050, et il va donc falloir nourrir tous ces gens-là, non seulement en quantité, ce qui, à la limite, devrait être faisable, mais aussi en qualité, et avec d'énormes contraintes qui sont que nos surfaces cultivables diminuent de jour en jour en raison de l'expansion des villes, en raison de l'érosion des sols et de leur dégradation. Donc il va falloir produire des molécules et les matériaux nécessaires à notre activité de façon économique et aussi de façon durable. Donc c'est un enjeu qui est tout à fait considérable. On essaye aussi d'améliorer les plantes pour en faciliter la récolte, en faciliter les traitements ultérieurs. Il faut également s'adapter à un environnement dont on sait maintenant qu'il est changeant. Vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique, qui va poser des problèmes parce que les espèces que nous cultivons à l'heure actuelle ne seront plus adaptées au nouveau climat. Mais ça n'est pas la seule adaptation que nous avons à faire. Les plantes sont soumises à des pathogènes qui eux aussi évoluent, changent, et il faut sans arrêt se battre contre ces pathogènes pour trouver des variétés qui soient mieux adaptées, plus résistantes, plus tolérantes. Enfin, on se met en plus des contraintes qui sont de préserver l'environnement, ce qui est tout à fait louable, et en particulier de limiter l'usage des pesticides. Mais vous voyez que limiter l'usage des pesticides, ça veut dire qu'on a moins d'armes pour lutter contre les pathogènes. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement délicat à résoudre. Alors, quelles sont les grandes orientations des recherches sur les plantes à l'heure actuelle? J'en ai listé un certain nombre. Bon, la première grande orientation, c'est d'analyser les grandes fonctions des plantes et de comprendre leur intégration, c'est-à-dire, grande fonction, c'est la photosynthèse, donc la machinerie énergétique, la nutrition, comment les plantes absorbent les éléments minéraux du sol, leur croissance, leur développement, leur reproduction, etc. Autre question importante que l'on aborde, c'est de comprendre le métabolisme des plantes. Alors le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part faire l'inventaire de toutes les molécules qui sont synthétisées par les plantes, comprendre comment ces molécules sont synthétisées et comprendre également comment elles sont dégradées.
C'est analyser aussi la réponse des plantes au stress auxquels elles sont soumises. Pour n'en citer que quelques-uns, la sécheresse, par exemple, ou les coups de chaleur, ou le froid. Il y a également des stress qui sont liés à des pathogènes. Donc, il y a énormément de stress et à chaque fois, la plante est capable de répondre, de s'adapter, ou si elle ne s'adapte pas, elle meurt. C'est aussi de comprendre la biodiversité, c'est de comprendre et d'identifier les gènes qui sont responsables de toutes ces grandes fonctions, qui sont responsables de l'adaptation au stress, avec l'espoir secret de pouvoir utiliser cette information pour améliorer les espèces. Alors, on va rentrer un petit peu plus avant dans la partie scientifique. L'ensemble des caractères des plantes sont contrôlés par des gènes. Alors, un gène, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'entité support d'un caractère héréditaire. Et un caractère héréditaire, comment on le détecte? Eh bien, en faisant des croisements et en repérant des caractères morphologiques qui sont différents. Donc, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme morphologique ou moléculaire. Et ce polymorphisme, dans les croisements, se transmet selon des lois bien précises, qui sont les lois de Mendel, qui ont été découvertes à la fin du XIXe siècle. Alors ceci, c'est illustré ici par des fruits de tomates. Vous voyez qu'on a une variété de formes de ces fruits. Vous avez des fruits qui sont ovoïdes, vous en avez qui sont ronds, qui sont en grappes, qui sont isolés, qui sont de différentes couleurs. Et tous ces caractères-là sont des caractères qui sont déterminés par un ou plusieurs gènes. Et le but du jeu va être de trouver quels sont les gènes qui sont responsables de ces caractères. C'est illustré également sur la partie inférieure avec des jeunes plants d'Arabidopsis, et vous voyez qu'on a une variété de formes de feuilles, c'est ce qu'on appelle la rosette, et il y a une variété de rosettes, et là aussi, on a des gènes qui contrôlent tous ces caractères. Alors, donc on peut concevoir ce qu'est un gène, et en fait, chacun de ces gènes est constitué par une entité chimique qui est une molécule d'ADN, une séquence d'ADN, et cette séquence d'ADN code en fait pour une protéine. Alors venons-en à la molécule d'ADN. C'est une molécule qui est à la fois complexe et extraordinaire. Elle a été découverte à la fin du XIXe siècle par Friedrich Micher, et on a compris dans les années 40 que l'ADN était le support de l'hérédité. Et en fait, la structure de la molécule d'ADN a été élucidée par trois personnages. Vous en avez deux qui sont ici, Francis Crick et Jim Watson, et un troisième qui est Maurice Wilkins. Et tous les trois ont eu le prix Nobel de médecine en 1962, ce qui était l'époque à laquelle je passais mon bac. Et très rapidement, à la fac, j'ai été en contact avec des gens qui travaillaient sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette molécule? Eh bien, une première particularité, c'est qu'elle est constituée de deux brins qui sont enroulés en une double hélice. Et ces deux brins sont maintenus solidaires par ce que l'on appelle des paires de bases, qui sont représentées ici par les barreaux de cette échelle. Ces paires de bases, elles sont au nombre de 4, l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Et elles ont une particularité, c'est que l'adénine est toujours associée à la thymine, donc on dit que A et T sont complémentaires. De la même façon, la guanine est toujours associée à la cytosine. Donc, et cette complémentarité est quelque chose qui est tout à fait essentiel. C'est une des caractéristiques fondamentales de l'ADN, parce que c'est cette caractéristique-là qui permet à l'ADN de se reproduire identique à lui-même. Qu'est-ce qu'elle a d'autre de particulièrement extraordinaire? Eh bien, c'est sa taille, son épaisseur, l'épaisseur de
ce filament est de 3,4 10 millionièmes de millimètre, donc c'est quelque chose qui est extrêmement fin, mais la longueur de la chaîne est de plusieurs centimètres, et dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos noyaux, vous avez quasiment 1,50 m d'ADN qui est empaqueté avec des protéines et qui va contrôler l'ensemble de vos caractères héréditaires et l'ensemble du fonctionnement de votre cellule. Alors c'est également cette propriété de complémentarité qui permet à l'ADN d'être recopié en ARN, et Claude a évoqué l'ARN, et en particulier l'ARN messager. Et cet ARN messager, c'est une copie partielle d'un morceau d'ADN, et cette copie partielle correspond à un gène. Donc vous voyez que cette molécule est extrêmement longue, et en fait il y a plusieurs millions, voire centaines de millions de paires de bases. Vous en avez 4, A, C, G, T, et qui sont dans un ordre bien précis, et cet ordre bien précis est essentiel au codage des protéines. En effet, un triplet de 3 bases va déterminer l'un des 21 aminoacides qui composent les protéines. Donc si vous êtes capable de déchiffrer la séquence de l'ADN, vous êtes capable d'en déduire la séquence de la protéine qui lui correspond. Donc le but du jeu, à partir des années 70-75, a été de déchiffrer cet ADN. On ne savait pas déterminer la séquence, et la clé pour avancer a été trouvée par ce monsieur qui est Fred Sanger, qui malheureusement a disparu au mois de décembre dernier, et c'est lui qui a mis au point la méthode de séquençage de l'ADN qui a été très largement utilisée. C'est un monsieur qui a une carrière autrement prestigieuse que la mienne, puisqu'il a reçu à 2 reprises le prix Nobel de chimie, une première fois pour avoir déterminé la première séquence d'une protéine, une protéine insignifiante qui est l'insuline, donc utilisée par un grand nombre de gens qui souffrent de diabète. Donc il a eu ce prix Nobel en 1958, et une deuxième fois pour le séquençage de l'ADN en 1980. Donc comment séquencer l'ADN? Alors je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais je veux souligner simplement un certain nombre de problèmes auxquels on doit faire face. La molécule d'ADN est extrêmement longue, et vous avez plusieurs dizaines de milliers de gènes dessus. Et il faut donc, si on veut la séquencer, avec la méthode de Sanger, qui permet d'analyser la séquence de 600 ou 700 paires de bases, pas plus, il va falloir couper l'ADN en petits morceaux et le découper de façon qu'il soit absolument reproductible. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu possible à partir de 1970 grâce à des enzymes qu'on appelle les enzymes de restriction. Ensuite, il faut être capable, une fois qu'on a découpé l'ADN, d'isoler les fragments et de les amplifier, parce qu'un fragment, ça représente quelques millionièmes de l'ensemble des molécules d'ADN que vous avez dans la cellule. Donc il faut isoler et amplifier chaque fragment, c'est ce qu'on appelle le clonage, c'est devenu possible à partir de 1975 à peu près, et ensuite on peut appliquer la méthode définie par Frédéric Sanger, et ensuite, une fois qu'on a des séquences de 600 ou 700 paires de bases, eh bien, il ne reste plus qu'à les assembler. Et là, c'est un autre genre de sport qui commence, de façon à reconstituer la molécule initiale. Donc tout ça, c'est extrêmement général, c'est valable pour les animaux. Et le début de la génomique végétale a commencé avec cette plante modèle, Arabidopsis thaliana, qu'on appelle aussi la rabette des dames. C'est une petite mauvaise herbe tout à fait insignifiante. Vous en trouvez dans les jardins ou dans les vignes du côté de Collioure, quand il n'y a pas eu trop de désherbant dessus. Et cette plante est considérée comme un modèle, tout simplement parce qu'on a réalisé que c'était l'une des plantes qui avait le plus petit génome connu à l'époque. Quand je dis plus petit, c'est quand même 130 millions de paires de bases qu'il va falloir déterminer et mettre dans le bon ordre. Vous voyez le genre d'exercice. C'est une plante que l'on peut faire pousser en laboratoire, qui a un cycle extrêmement rapide, puisqu'on va, dans de bonnes conditions, de la graine à la graine
en l'espace de 2 mois. C'est une plante qui est extrêmement prolifique, donc on peut faire de la génétique, et sur une plante, on peut récupérer près de 2000 ou 3000 graines lorsqu'on travaille bien. C'est une plante qui est facile à transformer aussi, et c'est une plante qui est membre d'une famille botanique qui est importante économiquement, puisque c'est la famille du colza, c'est la famille de la moutarde, c'est la famille des choux. Un autre point qui a été extrêmement déterminant dans le succès de cette plante, c'est que c'est une plante qui n'a strictement aucun intérêt économique. Donc les chercheurs n'ont pas été gênés par des questions de concurrence, d'interférence avec des partenaires privés qui voulaient breveter le gène qui donnait la meilleure réponse à l'azote, etc. Donc ça a permis une collaboration absolument sans précédent dans le monde végétal. Et en fait, s'est établi un réseau mondial à partir des années 90. Et notre laboratoire a participé au travail qui a consisté d'une part, à analyser le développement de cette plante, mais aussi à déterminer les séquences. Alors, ceci, ça a été possible en France grâce à un grand monsieur qui était directeur des sciences de la vie au CNRS entre 88 et 92, Claude Paoletti. Claude Paoletti a compris, c'était déjà un directeur de la vie qui recevait les chercheurs, ce qui est tout à fait inhabituel. On avait des séminaires que l'on redoutait tous les jeudis. On était convoqués pour présenter les résultats, mais le résultat, c'est qu'il était au courant de ce qui se faisait mondialement sur le plan scientifique, et il a très bien anticipé ce qui allait se passer sur le plan du séquençage. Et il nous a encouragés à lancer un programme de séquençage de copies d'ARN messager, c'est-à-dire des molécules qui étaient relativement courtes, en gros entre 500 et 2000 paires de bases. Et une première association, un premier réseau comprenant 9 laboratoires du CNRS et de l'INRA s'est lancé à corps perdu dans ce projet. Et je dois dire que Claude Paoletti est le seul directeur scientifique des sciences de la vie que j'ai connu qui nous a autorisé à acheter les machines avant même qu'on les ait demandées, ce qui est totalement inimaginable aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui a vraiment été capital. Et dans l'affaire, on a démarré 6 mois avant nos collègues américains qui n'ont pas du tout apprécié d'ailleurs que l'on soit devant eux à ce moment-là. Donc, ceci, ça a été la naissance de ce que l'on appelle la génomique. Donc, la génomique, c'est une nouvelle discipline qui révolutionne la biologie. C'est le séquençage, c'est le décryptage des génomes et l'étude de leur fonctionnement. J'ai retracé ici un petit historique des événements. Il faut que vous réalisiez qu'en 1980, donc déjà 5 ans après que Fred Sanger ait mis au point sa technique de séquençage, il faut attendre 1980 pour voir le premier gène de plante caractérisé et séquencé. C'est le gène de la hémoglobine de soja. En 92, on a à peu près 500 gènes qui sont connus et caractérisés. Il faut que vous réalisiez que vous allez voir dans quelques instants qu'il y a à peu près 30 000 gènes chez chaque plante, et on a 250 000 espèces de plantes sur la planète. Donc avec 500 gènes, on était loin d'avoir des connaissances encyclopédiques. Donc en 92, c'est le premier programme de séquençage massif auquel a participé le laboratoire. On travaillait sur la graine, et donc on a séquencé des ARN messagers présents dans les graines. 2 programmes ont été lancés, un aux États-Unis et un chez nous. Et dans le même temps, nos collègues japonais ont lancé un programme sur le riz. Quelques années plus tard, 4 ans plus tard, on était à la tête d'environ 20 000 gènes qui avaient été répertoriés à l'aide du réseau français et du réseau américain. Et en 1996, il y avait déjà eu des essais de séquençage de fragments plus longs d'ADN d'Arabidopsis, et
un premier programme pilote européen auquel nous participions également. Et finalement, en 1996, a été lancé un programme international, mondial, l'Arabidopsis Genome Initiative, qui a permis de produire la séquence en 2000, avec quelques années d'avance sur le programme prévu. Et le papier publié en 2000 répertoriait 25 000 gènes. Alors, en fait, il y en a un peu plus, il y en a près de 30 000 qui ont été découverts au cours des 15 dernières années. À partir de là, les choses vont s'accélérer de façon dramatique parce que, c'était faisable de séquencer un génome. Donc on s'est dit, Arabidopsis n'a aucun intérêt, mais il y a des plantes qui ont un gros intérêt sur le plan agronomique. Et le plus petit génome connu chez les céréales, à l'époque, était celui du riz. Et nos collègues japonais ont embrayé sur le séquençage du riz. Et à partir de 1999, s'est constitué un consortium international auquel nous avons participé également pour séquencer le génome du riz. Et le génome du riz, qui représente, lui, non pas 130 millions de paires de bases, ce qui est un petit génome, mais en représente 400 millions. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Le génome du riz est séquencé fin 2005. Maintenant, on est à la tête de plus d'une soixantaine de génomes qui ont été entièrement séquencés. Il faut dire aussi que les technologies ont passablement évolué et les coûts de réalisation ont considérablement diminué. Je pense que le séquençage du génome d'Arabidopsis a dû coûter au bas mot, salaire compris, dans les 2 milliards d'euros. Et il a fallu quand même 6 ans ou 7 ans pour arriver au bout de l'effort. Et maintenant, les nouvelles technologies de séquençage, qui sont un peu moins précises, mais qui sont extrêmement performantes, vous permettent de séquencer un génome en quelques mois ou quelques semaines, pour un coût qui est de l'ordre de 10 000 euros, si vous devez inclure quelques salaires de techniciens qui vont travailler pendant quelques semaines. Donc les coûts sont en train de baisser et ils vont encore baisser. Et on a maintenant une énorme ressource pour travailler dans le domaine de l'amélioration des plantes. La génomique, c'est aussi toute une série d'outils qui ont été mis en place, comme des puces à ADN ou d'autres technologies qui permettent maintenant d'étudier l'expression des gènes à l'échelle d'un génome entier. Quelque chose que je n'ai pas mentionné là, mais qui est également extrêmement important, c'est la place qu'occupe l'informatique dans cette affaire-là, parce que vous générez des quantités énorme de données, et avec l'apparition des nouvelles techniques de séquençage, en fait, on était freiné par les capacités de stockage des données et les capacités des ordinateurs. C'est en train de se résoudre, mais c'est un aspect de la biologie qu'il a fallu apprendre et dans lequel je suis, à vrai dire, totalement dépassé. Ceci, c'est pour vous montrer simplement la publication du génome d'Arabidopsis en 2000 dans Nature et la publication du génome du riz dans Science. Là, c'était un brouillon en 2002 et le génome complet est paru en 2005. Alors, vous pourriez me dire, bon, vous êtes content, vous avez séquencé votre génome, vous avez la solution à tous vos problèmes. Eh bien non, c'est là que commencent les problèmes, en fait. Parce que dans cette séquence qui fait plusieurs millions de paires de bases, eh bien, il faut que vous repériez où sont placés les gènes. Donc il faut trouver les limites des gènes et les dénombrer. Et bon, on était parti sur des idées simplistes qui se sont révélées essentiellement fausses. Et bon, on en est sorti, mais ça reste encore un exercice qui est pas évident, et les logiciels de prédiction de position des gènes sont encore à améliorer. Une fois que vous avez repéré le gène, vous ne savez pas ce pourquoi il code. Vous avez une séquence de protéines, mais vous ne savez pas quelle est l'activité de cette protéine et à quoi elle correspond. Donc il faut trouver une fonction ou un rôle fonctionnel à chacun des gènes. Il faut comprendre ensuite comment chaque gène est régulé, parce que chaque gène ne fonctionne pas de façon ubiquitaire
et constamment, mais certains gènes ne fonctionnent que, par exemple, lorsqu'il y a un coup de sécheresse ou lorsqu'un pathogène attaque, ou bien lorsqu'il y a une carence en azote ou en soufre. Donc, il faut comprendre comment chacun des gènes est régulé et fonctionne, quels sont les inducteurs, et comprendre comment tout cela est intégré de façon harmonieuse pour que la plante puisse fonctionner normalement. Enfin, et c'est une des choses qui nous a intéressés, c'est de comprendre l'évolution et l'organisation des génomes des plantes. Alors, je vais passer un tout petit peu vite sur cette diapositive qui vous montre le genre d'analyse que l'on peut faire. Vous avez ici la comparaison entre 4 génomes qui ont été séquencés. Le maïs, le sorgho, l'Arabidopsis et le riz. Et ce que vous avez, c'est le nombre de gènes estimés, donc 32 540 chez le maïs, 41 000 chez le riz, etc. Et en fait, ces gènes, ils sont en famille. Vous avez plusieurs gènes qui se ressemblent beaucoup. Généralement, vous le verrez tout à l'heure, ils sont dérivés par duplication. Et ce que vous pouvez retenir de cette diapositive, c'est qu'un certain nombre de gènes, l'énorme majorité, sont en fait communs. C'est ceux que vous voyez ici dans cette partie centrale. Donc vous avez l'ensemble des gènes du riz, l'ensemble des gènes du maïs qui sont là, ceux du sorgho qui sont là, et ceux d'Arabidopsis. Et vous voyez que vous avez par exemple 8500 gènes qui sont communs à Arabidopsis, qui sont communs au sorgho, qui sont communs au maïs et qui sont communs au riz. Donc on a en gros 11 000 familles qui sont très largement répandues et ces gènes sont pour la plupart dupliqués et il y a quelques gènes, quand même en nombre non négligeable, qui sont apparemment spécifiques de l'espèce puisque vous avez, décidément, vous avez par exemple ici 1100 gènes chez le riz qui ne sont pas présents ni chez le maïs ni chez le sorgho, qui sont pourtant des espèces qui sont relativement proches. Donc j'ai commencé à évoquer cette question des gènes dupliqués et ça a été en fait une des grandes surprises du programme de séquençage d'Arabidopsis. On ne s'attendait absolument pas à cela. Déjà, lorsqu'on a séquencé les copies d'ARN messager, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs copies d'un même gène. Et une fois que l'on a eu la séquence, on a cherché à savoir comment ces gènes étaient répartis sur les chromosomes. Donc ici, vous avez les 5 chromosomes d'Arabidopsis. Et ce que vous avez représenté par des codes couleurs ici, c'est la distribution de blocs de gènes qui sont quasiment dans le même ordre. Par exemple, vous avez ici une grande région jaune. Vous retrouvez les mêmes gènes quasiment dans le même ordre ici sur l'extrémité du chromosome. Vous avez cette région ici en vert que vous retrouvez par exemple ici sur le chromosome 4. Et à chaque fois, vous avez une correspondance du code de couleur qui révèle qu'en fait ce génome que l'on croyait simple, et on l'avait vendu comme simple, et même le plus simple sur la planète pour obtenir l'argent pour travailler. Et en fait, la réponse, elle est totalement différente. C'est un génome qui est extraordinairement complexe, qui est en patchwork, et ça a été une énorme surprise. Et c'est ce que l'on a pu publier en 2000, un petit peu avant tout le monde, et c'est encore quelque chose qui est très cité. On s'est empressé avec Richard Cook, qui est dans la salle, avec Jérôme Sals, qui est maintenant à Clermont-Ferrand, mais qui était thésard à l'époque, d'étendre ces comparaisons au riz, puisque la séquence du riz commençait à apparaître. Et vous voyez que chez le riz, on a non plus 5 chromosomes, mais on en a 12. Et ces 12 chromosomes sont reliés entre eux par des traits. Et ces blocs de traits correspondent à des gènes qui sont présents dans le même ordre, ici sur le chromosome 12 et sur le chromosome 6, ici sur le chromosome 1 et sur le chromosome 5, et on peut analyser l'ensemble du génome de cette façon-là.
Alors, je dis que les gènes sont dupliqués, mais en fait, ils ne sont pas exactement identiques. Ils ont dérivé au cours de l'évolution, et la différence que l'on a entre deux gènes permet en fait d'estimer la date à laquelle ces gènes se sont dupliqués et de faire ce que l'on appelle de la paléogénomique maintenant et de remonter le cours de l'évolution. Donc, avec Jérôme Sals et Catherine Fayet, également à Clermont-Ferrand, et quelques autres, on s'est focalisé sur la comparaison des génomes de riz, blé, et maïs et sorgho, et ceci a conduit à un modèle que je vous présente ici d'évolution de ces génomes. Donc vous avez le génome du riz qui est ici avec 12 paires de chromosomes, le génome du blé avec 7 paires. Ici, vous avez le génome du sorgho et celui du maïs avec 10 paires. Et en comparant tous ces génomes, en regardant ce qui était dupliqué, on s'est rendu compte que très vraisemblablement, toutes ces espèces dérivaient d'un ancêtre commun qui devait exister aux alentours de 90 millions d'années. Donc là, c'est de l'évolution sur des temps longs. Devait dériver d'un ancêtre commun qui devait avoir 5 paires de chromosomes qui sont représentés ici. Et le schéma évolutif que l'on a proposé, que surtout Jérôme a proposé, est que ces chromosomes se sont dupliqués, donc vous passez de 5 à 10 ici, et l'un de ces chromosomes s'est encore dupliqué, ce qui fait que ce groupe de chromosomes bleus vous donne 3 chromosomes ici, et la même chose pour ces chromosomes blancs, vous en avez 3 également ici. Donc de 5, on passe à 12, et 12, c'est globalement ce que l'on observe au jour d'aujourd'hui chez le riz. Et comment passe-t-on du riz au blé? Eh bien simplement en refusionnant ces chromosomes. Vous voyez que, par exemple, ce premier chromosome ici ne bouge pas, mais par contre, les deux ici, les deux bleus, sont fusionnés pour donner un seul chromosome. La même chose pour les deux verts, un seul, etc., etc. Et vous arrivez à un génome à 7 paires de chromosomes pour le blé ancestral. Et le blé, c'est un hexaploïde, donc il y a 3 génomes, donc 21 paires de chromosomes. Et on a sensiblement la même chose, le même type de schéma pour passer au sorgho et au maïs. Simplement, les fusions de chromosomes sont différentes et les chromosomes s'intriquent les uns dans les autres pour donner un sorgho à 10 paires de chromosomes et un génome ancestral du maïs qui est très similaire. Et il y a à peu près 5 millions d'années, ce génome ancestral du maïs a été à nouveau dupliqué pour donner, et ces chromosomes-là dupliqués se sont refusionnés entre eux pour donner le génome actuel du maïs. Donc vous voyez qu'on peut retracer l'évolution au cours des temps géologiques pour retracer l'évolution de ces espèces. Alors, ce schéma a été proposé une fois que le génome du riz a été connu, et on avait également le génome du sorgho. Maintenant, on a celui du maïs et des brouillons sur le blé, et ce schéma se confirme maintenant que l'on commence à avoir le séquençage. Alors maintenant, comment identifier le rôle fonctionnel des gènes? En fait, on s'est intéressé à cela parce que le séquençage est devenu une affaire tellement industrielle que l'on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas les moyens de s'acheter les machines pour séquencer, et donc il valait mieux faire autre chose, et on s'est focalisé sur le rôle fonctionnel des gènes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a tout ce qui est possible au niveau de la bioinformatique avec des logiciels de comparaison. On peut comparer une séquence avec des génomes qui sont déjà connus, comme ceux de la levure ou ceux de l'homme ou de la drosophile. Et si 2 gènes ont sensiblement la même séquence, on peut présumer qu'ils ont sensiblement la même fonction. Mais ce n'est pas suffisant, et de toutes les façons, il faut vérifier expérimentalement la fonction. L'autre
aspect qui a été privilégié par les groupes français, et en particulier nos camarades de l'INRA à Versailles, c'est d'obtenir des mutants, de cartographier ces mutants et d'isoler les gènes correspondants. Et une fois qu'on a isolé le gène, le réintroduire chez le mutant et voir si on corrige effectivement la mutation. Si on corrige, ça veut dire qu'on a bien isolé le gène correspondant à la mutation que l'on a observée. Donc, il y a eu un premier travail qui a été fait sur Arabidopsis, et nous avons mis en place, avec nos collègues du CIRAD et de l'IRD à Montpellier, un programme similaire sur le riz, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. On peut bien sûr caractériser également l'expression du gène, comparé avec d'autres gènes connus. On peut également fabriquer ce qu'on appelle une protéine recombinante, c'est-à-dire qu'on introduit le gène que l'on a isolé dans une bactérie ou dans une levure, et la bactérie ou la levure va fabriquer en masse la protéine qui correspond au gène que vous avez isolé. Et si vous avez une bonne quantité de protéines, vous pouvez faire de la biochimie classique et faire de l'enzymologie, par exemple, et déterminer la fonction plausible du gène. Alors nous sommes maintenant 15 ans après le séquençage du génome d'Arabidopsis, et je dois dire que l'on n'a guère que moins de 60% des gènes pour lesquels on a une fonction au moins présumée, des bons indices, mais il reste encore 40% des gènes pour lesquels on ne sait absolument pas ce à quoi ils servent. Donc il y a encore du travail pour les étudiants à venir. Alors, parmi les mutants d'Arabidopsis auxquels nous nous sommes intéressés, je voudrais dire quelques mots des mutants embryons létaux d'Arabidopsis. C'est essentiellement Martine de Vick et son groupe dans le laboratoire qui ont effectué ce travail. Donc, je vous ai dit que l'idée, c'était de faire une collection de mutants d'insertion. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la façon dont on peut faire cela, mais l'idée, c'est qu'on introduit dans le génome une séquence d'ADN de façon aléatoire, au hasard, et quand elle est introduite dans un gène, eh bien, le gène est perturbé et on a une mutation à ce niveau-là. Et si on connaît la séquence que l'on a introduite dans le génome, on est capable, par des méthodes de biologie, de récupérer les séquences qui sont à côté et qui sont celles du gène qui a été effectivement muté. Donc une collection de ce type-là a été faite à l'INRA de Versailles par mes confrères Georges Pelletier et Michel Caboche. Et cette collection a été criblée par de très nombreux collègues, et Martine a criblé environ 16 000 de ces lignées, en cherchant ce qu'on appelle des mutants embryons létaux, c'est-à-dire des mutants qui ne sont plus capables de faire un embryon à l'intérieur de la graine. Ici, vous avez une silique d'Arabidopsis, c'est une gousse de petit pois, sauf qu'au lieu de faire quelques centimètres, c'est quelques millimètres. La longueur, là, c'est en gros un centimètre, un peu plus d'un centimètre. Et ces mutants, on les repère de la façon suivante. Vous avez des graines qui sont foncées, ici, et vous avez des graines qui sont quasiment translucides ou transparentes. Et ces graines sont généralement au nombre d'un quart des graines dans la silique, et ces graines sont complètement vides. Et donc, c'est ce qu'on appelle les embryons létaux. Et à partir de là, lorsqu'on a isolé ces mutants, on est capable de remonter, quand on a de la chance et quand on travaille beaucoup, jusqu'au gène correspondant. Et de la sorte, Martine a pu estimer qu'il y avait environ 3% de mutants embryons létaux dans la collection. Et elle en a identifié un certain nombre dans le laboratoire, et à l'échelle mondiale, je pense qu'il y a entre 100 et 150 gènes dont la mutation conduit à un embryon létal qui ont été identifiés, et au niveau du laboratoire, il y en a une dizaine qui ont été caractérisés. Alors, une des applications potentielles de ce genre
de mutation chez d'autres espèces, c'est par exemple d'avoir des fruits sans pépins, des pastèques sans pépins, des melons sans pépins, des raisins sans pépins. Et il y a des gens au niveau de l'INRA qui travaillent à utiliser ce genre d'informations. Je ne résiste pas à vous parler d'un mutant qui a été également caractérisé au laboratoire. Quand on ne connaît pas la fonction du gène ou de la protéine, eh bien on donne un nom qui nous passe par la tête. Et comme on ne manque pas d'humour, on s'est aperçu que ces mutants que vous voyez ici, ici vous avez le mutant et ici le type sauvage, on s'est aperçu que ce mutant était violacé et avait la couleur d'un breuvage que l'on consommait à l'époque pas mal dans le laboratoire, ça continue d'ailleurs. Et c'est pour ça que ce mutant a été baptisé Banyuls. Et donc, c'est l'étudiante de Martine, Sylvie Albert, qui est maintenant à Agropolis à Montpellier, qui a fait la première description de ce mutant. Et vous voyez qu'il faut attendre 2003, c'est-à-dire quasiment 6 ans plus tard, pour que la fonction réelle soit effectivement identifiée par un collègue américain qui a pu produire la protéine correspondante. Entre-temps, Martine avait avancé la chose. Elle s'était rendue compte que ce mutant, la séquence, avait des similarités avec des enzymes qu'on appelle des oxydoréductases à NADPH. Ça s'est précisé ensuite par l'étude de l'expression du gène. C'est un gène qui ne s'exprime que dans une couche de l'enveloppe de la graine, que l'on appelle l'endothélium. Le mutant n'accumule plus les catéchines, qui sont des précurseurs des tannins que l'on trouve dans les graines, mais des flavones. Ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les collègues de Versailles. Et finalement, l'enzyme, c'est une anthocyanidine réductase. Donc c'est bien une réductase, mais le substrat de l'enzyme est identifié. Et là aussi, c'est un gène qui a un intérêt, et nos collègues de l'INRA ont déposé un brevet pour l'utilisation de ce gène pour modifier la couleur des graines ou des fruits et modifier la dormance des graines. Je vous ai dit qu'on avait fait une collection de mutants d'insertion chez le riz avec les collègues du CIRAD et de l'IRD. 30 000 lignées ont été produites. Au niveau du laboratoire, on a contribué à la faire en déterminant le protocole pour déterminer les séquences flanquantes. Et cette collection de mutants de riz a été amplifiée et testée au champ en Colombie, à Cali, au Centre international d'agronomie tropicale. Et vous avez ici une vue de la pépinière et une vue de la rizière de 2 hectares avec des filets pour protéger contre les oiseaux. Et ici, vous avez une vue d'un peu plus près avec des riz qui sont sauvages et ici un mutant qui a été répertorié. Donc l'intérêt de ces mutants et de cette stratégie, c'est que chaque insertion peut être localisée sur la séquence des chromosomes. On peut mettre toutes ces informations dans une base de données et tout cela peut être interrogé par Internet et les collègues aux États-Unis, au Japon, à Taïwan peuvent commander, l'aligner à nos collègues de Montpellier et travailler avec. Et ce type de collection a été produit également par des collègues taïwanais, des collègues chinois, des collègues australiens également. Alors ici, vous avez en résumé une bonne vingtaine d'années de travail. Ce sont l'ensemble des gènes, je ne pense pas en avoir oublié trop, qui ont été isolés et caractérisés au laboratoire par un certain nombre de collègues. Vous pouvez voir, j'ai noté en bleu les fonctions, et vous pouvez voir donc les gènes essentiels à l'embryogenèse dont je vous ai parlé, le mutant Banyuls, qui est indiqué ici. Ici, vous avez des gènes qui sont impliqués dans la maturation de la graine, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec ma collègue de Taïwan. Des gènes qui sont impliqués dans la biosynthèse des acides gras,
qui ont été travaillés surtout par Tom Roscoe et Fabienne Bourgis, des gènes qui interviennent dans la défense des plantes vis-à-vis des pathogènes, des gènes qui interviennent dans la régulation des signaux, dans la photosynthèse, dans la tolérance au froid, tolérance au stress hydrique, tolérance au stress oxydatif, etc. Une mention peut-être aussi pour un gène qui intervient sur la qualité gustative. Celui-là, vous le connaissez tous. C'est le gène qui contrôle l'arôme du riz basmati que nos collègues de l'IRD de Montpellier, qui étaient dans notre équipe à l'époque, ont pu déterminer. Donc ceci, c'est pour illustrer un petit peu les différentes plantes sur lesquelles on a travaillé. Donc vous avez l'espèce modèle Arabidopsis ici. J'ai mis le radis parce que, comme me l'a dit Martine dans une carte qu'elle m'a envoyée pour me féliciter, tout a commencé avec le radis. Le colza, le riz et le manioc. J'ai mentionné ici également Ostreococcus tori, qui est l'un des grands succès de la génopole Montpellier-Languedoc-Roussillon, puisque le génome de cette petite algue verte qui a été isolée par nos collègues de Banyuls a été entièrement séquencé dans une collaboration entre notre laboratoire, surtout le laboratoire de Jacques Demaille à Montpellier, et les collègues de Banyuls. Donc on se trouve maintenant avec quelques grandes classes de gènes importants qui sont maintenant disponibles chez un grand nombre de plantes. Et vous voyez que pratiquement toutes les fonctions de la plante, tous les grands objectifs que j'ai décrits au début de l'exposé sont quasiment couverts. Et maintenant, tous ces gènes, je ne veux pas en rentrer dans le détail, peuvent maintenant être exploités et en amélioration des plantes. Alors, j'en arrive quasiment à la conclusion de cette présentation. Où en sommes-nous ? Eh bien, on a assisté au cours de ces 20 dernières années à un extraordinaire développement du séquençage, avec une baisse des coûts tout à fait impressionnante, puisque le coût de séquençage a été diminué d'un facteur 10 000 en l'espace de 15 ans. Donc, si vous connaissez des prix qui ont baissé dans cet ordre de grandeur, vous me faites signe, mais j'en connais pas beaucoup. On a assisté également à un impressionnant développement de l'informatique et des bases de données pour la biologie. On a assisté également à un changement dans la façon dont les chercheurs travaillaient, avec des programmes collaboratifs. Donc j'ai mentionné la première RCP au début des années 80, Génopole et Génoplante, et des réseaux de plateformes. Tiens, il y a une faute. Et on a, comme je vous l'ai dit, à notre disposition une impressionnante quantité de gènes, dont beaucoup restent encore à caractériser plus en détail. Pour autant, on ne sait pas tout, et l'une des choses qui est les plus troublantes, c'est que seule une petite fraction du génome des plantes, et c'est vrai également dans le génome humain, correspond effectivement à des gènes. Le reste, c'est des séquences de remplissage, c'est des séquences de régulation, c'est également des séquences qui sont dites d'éléments transposables, qui sont des éléments qui sont capables de bouger d'un point à un autre du chromosome. Et dans le groupe, Olivier Panot vient de montrer que ces éléments mobiles sont capables de passer d'une espèce, ou tout au moins ont été capables au cours de l'évolution, de passer d'une espèce à une autre. Et maintenant, il appelle ça les gènes volants. Ça a fait la une de la presse scientifique tout récemment. Surtout, on a une bien meilleure compréhension de l'organisation du génome, de son évolution et de la domestication des plantes. On a une bien meilleure compréhension de la physiologie de la plante, de ses fonctions, et en particulier des gènes qui contrôlent la croissance, le rendement et la qualité. C'est un outil absolument fantastique aussi pour l'étude de la biodiversité, parce que maintenant, on ne se contente plus de séquencer un génome, mais on reséquence différentes variétés de la même espèce. Et par exemple, sur le riz, on a déjà plus de 1000 variétés de riz qui ont été reséquencées. Et donc, on sait exactement, à la paire de bases près, quels sont les changements qui se sont produits dans telle ou telle variété. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique pour
suivre les descendances et les croisements et faire de l'amélioration. Donc il reste également un immense travail à faire pour caractériser et comprendre la fonction de chacun des gènes. Alors, quelles sont les réalisations et les perspectives en amélioration des plantes? Eh bien, c'est justement d'exploiter cette biodiversité. On y est depuis 2-3 ans et trouver les meilleures formes d'un gène dans une variété donnée et combiner ces meilleures formes, on appelle ça des allèles, pour obtenir la qualité que l'on recherche. Donc ça se fait par voie classique, c'est l'amélioration des plantes traditionnelles. Donc maintenant, elle est assistée par marqueurs. Ces marqueurs, c'est toutes les petites différences moléculaires que l'on peut révéler par séquençage. Et on peut également modifier plus rapidement un certain nombre de caractères par génie génétique et remplacement d'allèles. Mais l'amélioration des plantes n'est pas la seule application de ce que je vous ai raconté. Il y a des applications qui vont dans le domaine du diagnostic, par exemple, savoir à quel pathogène on a affaire. Également, dans le domaine de la traçabilité, on est maintenant capable de vous dire, en analysant l'ADN qui reste dans le vin, si ce vin correspond bien à un Cabernet, à un Sauvignon ou à autre chose. De la même façon, on est capable d'analyser le foie gras pour savoir si le foie gras a été fait avec du foie du noix ou d'un canard qui vient du Gers, ou bien du foie de porc qui vient de Chine ou d'ailleurs. Et donc, on a des outils absolument fabuleux pour, dans le domaine de la répression des fraudes. Simplement, il faut attendre encore que les coûts baissent un tout petit peu pour que ça se généralise. Alors j'en suis au terme de mon exposé. J'espère vous avoir convaincu que votre argent a été bien utilisé. Moi, je me suis beaucoup amusé et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette recherche au cours de ces 40 années au CNRS. Je dois dire que je n'aurais pas pu faire cela si je n'avais pas été entouré d'abord par ma famille, ensuite par les gens qui m'ont formé et par tous les étudiants et collaborateurs que j'ai eus. Et bon, je ne peux pas les remercier tous, mais certains au moins se reconnaîtront sur cette dernière diapositive qui a été prise il y a quelques années à l'issue d'un séminaire qui a en fait entériné ma succession. Et donc, il y a beaucoup de gens. Donc, merci à tous et à toutes. Voilà. Il y a une question là-bas au fond de Didier. Oui, bonjour Michel. C'est un grand plaisir de t'avoir là et d'être avec toi. Juste une question très très naïve. Voilà toute une vie à l'analyse des gènes dédiés aux plantes. Alors pourquoi seulement les plantes? Est-ce une question de complexité de l'analyse ou y a-t-il autre chose? Pourquoi les plantes? D'abord, ça ne crie pas quand on les étrangle. J'ai jamais trop aimé le sang qui coulait, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis orienté plutôt vers la biologie végétale que la biologie animale. L'autre raison, c'est également une raison de formation initiale. Lorsque j'étais étudiant, mon idée, c'était de faire un ingénieur agronome. Et donc, ingénieur agronome, c'est plus les plantes que les animaux, même si un certain nombre de collègues agronomes s'occupent des animaux. Et donc, j'ai continué dans le domaine végétal. Et puis, c'est la rencontre avec Yves Guiton à la fin de mon DEA.
j'ai eu la chance de venir passer un mois à Pâques dans son laboratoire, Pâques 69. Il m'a d'ailleurs engueulé quand je l'avais rencontré à Noël. Il m'a dit, au lieu d'aller faire du ski, viens faire du travail intéressant au labo. Ce que j'ai fait, et je n'en ai aucun regret, au contraire. Grand merci. Il y a une question là. Bonjour. Bonjour. Petite phrase, Pascal Cossut, je suis le directeur du Labex Agro et je voudrais que vous représentez ici tous les collègues des autres laboratoires pour se joindre aux collègues de l'Université de Perpignan pour te féliciter. Merci. Et te dire que voilà, le bonheur que tu as dû ressentir se traduit aussi pour tous les collègues. Alors, j'en viens à une question. Tout ce que tu as pu faire, ça s'inscrit aussi dans une lignée une tradition de recherche publique. On voit bien qu'il y a un enjeu autour des brevets sur le vivant. Donc, quelle est ta perception ? Et on sent bien que la recherche publique doit travailler avec la recherche privée, donc on doit avancer ensemble. Quelle est ta vision sur les dangers ou les précautions qu'il faut prendre pour faire en sorte que cette connaissance sur le génome relève bien d'un patrimoine de l'humanité ? Bon, je pense qu'on est dans un cadre juridique qui, en Europe, est assez clair. On ne peut breveter quelque chose que si on a une application. Donc, ce n'est pas le gène qu'on va breveter, mais l'application. Par exemple, dans le cas du gène Banyuls, qui a été breveté par nos collègues de l'INRA, ils l'ont breveté pour être capable de modifier la couleur des graines de colza. Donc, là encore, c'est l'INRA qui est titulaire du brevet, donc ça reste dans le domaine public, et le brevet est ensuite licencié à des sociétés privées qui peuvent l'utiliser moyennant redevance versée à l'INRA. Donc ça, on a un cadre juridique qui est relativement clair en Europe. Ensuite, il y a des effets de mode. Je me souviens très bien la période des années 81-82 où la gauche est arrivée au pouvoir, et ils nous ont dit il faut valoriser toutes vos recherches, il faut absolument que le CNRS, l'INRA prennent des brevets sur vos découvertes. Les chercheurs bêtes et disciplinés, c'est ce qu'ils ont fait. Et en l'espace de quelques mois, la délégation au brevet du CNRS a été quasiment ruinée parce que déposer un brevet, ça coûte cher et il faut vraiment que ça en vaille la peine. Donc, quand on a quelque chose qui est réellement intéressant, eh bien, on prend contact avec les services de valorisation à l'époque du CNRS. Maintenant, il y a un service de valorisation également à l'université. Donc, selon qu'on est CNRS universitaire, on peut s'adresser à l'un ou à l'autre. Et l'expérience de ces cellules de valorisation s'est bien améliorée depuis quelques années, et ils sont capables de nous dire oui, là on y va parce que c'est intéressant, ou bien là, bon, c'est un peu anecdotique. Bon, j'ai pas pris beaucoup de brevets dans ma carrière parce que, bon, d'abord, j'y étais pas sensibilisé. J'y ai été sensibilisé quand je suis devenu directeur de laboratoire en 84-85. Mais c'est effectivement quelque chose qui est important, que les chercheurs puissent valoriser leurs travaux. Mais je pense qu'en France, les choses se passent plutôt bien. Et donc on a eu également, dans le cadre de Génoplante, où on a été extrêmement encouragé à déposer des brevets. Je pense qu'il y a eu à peu près une 50aine de brevets qui ont été déposés sur le programme en l'espace de 4-5 ans. Combien sont effectivement licenciés et exploités, ça je ne saurais pas vous dire. Mais c'est une préoccupation de valoriser et que ça serve à quelque chose. Péra ? Merci.
Michel, je voulais d'abord te remercier de la diapositive que tu as montrée. Ça t'a rajeuni. On va parler de jeunesse, tu vas voir. Disons, ça a été toujours un plaisir d'être avec toi, non seulement dans la science. Il faut rappeler tout le monde que Michel, non seulement connaît très bien le génome des plantes, mais c'est un des meilleurs connaisseurs des Pyrénées catalans qu'il peut y avoir, et partager avec toi des balades, c'est toujours un plaisir. Je voudrais te faire poser une question. Quand tu commences une nouvelle carrière à l'académie, c'est quelque chose qui nous arrive à partir de certains moments. Comment tu vois ta fonction? Qu'est-ce que tu vois? Tu viens de participer à un très intéressant rapport, par exemple, des académies européennes. Comment tu vois les fonctions des académies en ce moment en Europe? C'est une question embarrassante parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans l'affaire. Ce que je vois, c'est des sollicitations qui arrivent. Bon, c'est une carrière qui est complètement différente de ce que j'ai fait. Les quelques années que j'ai passées comme correspondant à l'Académie, je me suis intéressé à participer à un comité aux côtés de François Gros sur la promotion de la recherche et de l'enseignement dans les pays en voie de développement. Donc ça, c'est quelque chose dans quoi je vais continuer à m'engager et à réfléchir. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand je dis les pays en voie de développement, c'est essentiellement l'Afrique et l'Afrique francophone. Mais on a plusieurs problèmes en Afrique sur le plan scientifique. D'une part, le niveau est nettement moins élevé que dans les pays développés. Je parle des États-Unis ou de l'Angleterre ou de l'Europe, mais également nettement moins élevé qu'il ne l'est en Chine ou à Taïwan ou aux Philippines ou en Inde. Donc ça, c'est un premier problème. Et il y a un deuxième problème où là, je peux peut-être jouer un rôle, c'est la cassure qui existe au niveau des communautés scientifiques africaines entre les gens de langue française et les gens de langue anglaise. Et en fait, on s'aperçoit que les pays de langue anglaise sont un petit peu la chasse gardée de la Royal Society ou de la Léopoldina, qui est l'Académie allemande, alors que les pays de langue française sont essentiellement la chasse gardée de l'Académie des sciences française. Et le fait de participer à un réseau européen d'académies permet de faire le pont entre ces deux communautés. Et en fait, on s'aperçoit que les préoccupations sont exactement les mêmes. J'ai assisté il y a 2 ans à un colloque à Dakar et 6 semaines plus tard à Addis Abeba, exactement sur les mêmes thèmes, avec des intervenants différents. Mais dans un cas, c'était en français, dans l'autre, c'était en anglais. Et donc là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je peux faire parce que je connais les deux communautés. Et puis il y a tout le travail, je dirais, routinier de l'Académie, qui est de promouvoir la science en France, avec des distributions de prix souvent prestigieux. Donc ça occupe un petit peu, parce qu'il faut sélectionner les candidats. Il y a les élections des nouveaux membres. Donc jusqu'à présent, je ne savais pas comment ça se passait. Je ne voulais pas savoir, et je crois que j'ai bien fait de ne pas vouloir savoir. Mais ça va être une activité importante. Et puis, je suis sollicité, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, pour participer à une opération à un programme qui a été lancé par Georges Charpak, qui est la main à la pâte, qui est un programme destiné à promouvoir l'enseignement des sciences à l'école primaire et dans les lycées et collèges. Et l'Académie m'a demandé d'être le référent local pour les Pyrénées-Orientales pour ce programme-là, qui fait l'objet d'une fondation. Et depuis
un mois, je passe du temps à rencontrer les acteurs locaux, des enseignants locaux, les responsables universitaires qui ont mis les mains dans le cambouis pour prendre part à ce programme qui me paraît extrêmement important. Donc tu vois, les occupations ne vont pas manquer et il reste toujours les Pyrénées.